Je vais enchaîner directement sur la deuxième thématique. On va rester toujours dans le cadre du droit des sociétés, mais on va aborder une autre thématique, à savoir les différentes possibilités d'apport. Quels sont les apports? Comment on peut apprécier les apports? Il n'y a pas de maximum d'actionnaires pour une SAS. D'accord, comme pour la SA, il y a les minimums, oui, exigés, mais il n'y a pas de nombre d'actionnaires maximal pour une SAS. Voilà. Dans le cadre, pour enchaîner sur la deuxième thématique, les différentes possibilités d'apport, c'est bien sûr, déjà, il faut apprécier qu'est-ce qu'un apport. Est-ce qu'il y a plusieurs modalités d'apport possibles ou plusieurs natures d'apport possibles? On va essayer d'aborder tous ces sujets-là. Déjà, pour commencer, voilà le plan que j'aimerais bien suivre avec vous. Une introduction générale du sujet pour rappeler quelques règles et quelques définitions juridiques. On va essayer de définir ensemble aussi qu'est-ce qu'on appelle par rapport. On va essayer de les classer. Et pour finir, on va voir ensemble les modalités, d'accord, à travers lesquelles on peut apporter des biens ou des services. Alors, pour introduire le sujet, la société est un contrat, je viens de le dire dans la première partie de la conférence, qui doit, pour être valable, satisfaire aux exigences de droit commun des contrats, c'est-à-dire tel que c'est stipulé dans le Code civil, à savoir quelles sont les 4 règles majeures ou conditions majeures pour la validité de tout contrat. La première condition, c'est la capacité des co-contractants. La deuxième, c'est le consentement éclairé, c'est-à-dire le consentement qui doit être dépourvu de vice. Et la troisième condition, c'est l'objet. L'objet du contrat doit être réel. Et pour finir, la cause qui doit être licite et relevant des bonnes mœurs. Voilà les 4 règles majeures pour les contrats. Et étant donné que la société telle qu'on l'a définie ensemble est basée sur le principe du contrat, elle doit répondre bien sûr à l'ensemble de ces conditions-là, mais en plus, elle doit réunir d'autres éléments pour qu'elle puisse être créée d'une manière conforme aux règles de droit, à savoir les 3 éléments qu'on doit aussi respecter dans la création d'une société. Ce sont bien sûr les associés, d'accord? Il y a des spécificités, c'est pas le sujet de notre conférence ce soir, ça sera une autre conférence. Ce soir, on va travailler surtout sur les apports, c'est-à-dire le deuxième élément, et bien sûr le troisième élément qui est aussi un élément majeur pour la création d'une entreprise, c'est le partage de bénéfices, des résultats, c'est-à-dire et la participation aux pertes. Mais la thématique de ce soir, j'aimerais bien l'orienter plutôt, plus précisément sur les apports. Maintenant, qu'est-ce qu'un apport? Les apports, et on dit par le contrat de société, les associés conviennent, c'est ce que j'ai dit dans la définition de la société, conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, c'est-à-dire des biens ou leur savoir-faire. Alors, en contrepartie, bien évidemment, ils vont recevoir des parts sociales ou d'actions selon la forme juridique que j'ai évoquée tout à l'heure de la société. De ce fait, lors de la création d'une société, les associés mettent en commun des apports qui peuvent être constitués d'argent, c'est-à-dire du numéraire, de biens mobiliers ou de biens immobiliers, c'est ce qu'on va appeler les biens en nature, et pour finir, de savoir-faire, ce qu'on va appeler l'industrie. Les apports réalisent un transfert de valeur, d'accord, quand les associés mettent en place les apports, quand ils apportent leurs biens, c'est un transfert de valeur du patrimoine, c'est-à-dire désormais, le patrimoine passe des associés, il est transféré vers la société, personne morale. On va voir quelles sont les modalités plus tard de ce transfert de propriété. La classification des apports. Maintenant, on passe à la troisième partie, la classification des apports. C'est ce que j'ai dit, et là, on a de toute façon travaillé dans le cadre même de la définition même de la société. On a 3 types d'apports possibles quand on crée une société, les apports en nature, les apports en numéraire et les apports en industrie. On va essayer de voir ensemble les modalités et de quelle manière on va essayer ou on pourrait apporter justement lors de la création d'une société.
Alors, pour commencer, on va débuter par les apports en numéraire, c'est-à-dire là, les apports en argent, en liquide. Les apports en numéraire ne se conçoivent qu'en pleine propriété. Il n'y a pas de démembrement possible. On ne peut pas séparer les droits autour des apports en nature. C'est-à-dire, l'apport en nature va correspondre à un apport constitué par une somme d'argent. Et pour ce faire, l'apporteur doit le créditer sur le compte bancaire de la société en cours d'immatriculation. C'est-à-dire, lors de la procédure de création d'entreprise, l'ensemble des numéraires apportés par les différents associés seront bloqués sur un compte bancaire. Et bien sûr, cette banque sera, et cette agence bancaire sera stipulée et là, ainsi que les montants des numéraires, bien évidemment, seront stipulés dans les statuts. Cette somme, alors, sera mise en attente jusqu'à ce que la société soit immatriculée. Et bien sûr, dans ce sens-là, on attend la publication du cabis de la société pour qu'elle puisse naître à ce moment-là personne morale. Et dans ce sens-là, oui, on peut transférer, et on a dit ensemble, le transfert des apports en numéraire, ce sont des transferts de pleine propriété. Allons voir, et là c'est encore plus technique, comment on peut apporter en nature. Les apports en nature, alors on va les diviser en plusieurs parties. Dans un premier temps, on va voir ensemble comment on peut apporter en nature dans le cadre d'une SARL, EURL et SAS. Et après, on va voir les autres sociétés, c'est-à-dire les autres sociétés par action et les sociétés de personnes telles que la SNC. Déjà, dans un premier temps, en SARL, les apports en nature doivent être évalués par un commissaire aux apports. SARL, EURL ou SAS, bien évidemment. Les associés de ces trois formes juridiques de société, c'est-à-dire la société à responsabilité limitée, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la société par action simplifiée et bien sûr la société par action simplifiée unipersonnelle, peuvent décider de ne pas nommer de commissaire aux apports lorsque les deux conditions que je vais citer, qui sont bien évidemment cumulatives, sont réunies et sont remplies. À savoir la première, aucun, d'accord, ils peuvent ne pas nommer, ils peuvent décider de ne pas nommer un commissaire aux apports si aucun des biens apportés n'a une valeur supérieure à 30 000 €. Et le deuxième élément, bien sûr cumulatif, qui doivent réunir bien sûr les deux conditions. Le deuxième élément, l'ensemble des biens en nature apportés n'excède pas, c'est-à-dire ne soit pas supérieur, écoutez bien, ne soit pas supérieur au montant global de la moitié du capital social. D'accord? Je récapitule. Pour que les associés dans une SARL, EURL, SAS et SASU puissent décider de ne pas nommer un commissaire aux apports, il faut qu'ils puissent répondre aux deux conditions suivantes. La première, aucun des biens en nature apportés ne doit excéder la valeur de 30 000 €. Et la deuxième condition à satisfaire, c'est que l'ensemble des apports en nature apportés, justement, ne doivent pas être supérieurs à la moitié du capital social. C'est-à-dire, en d'autres termes, si notre capital social est de 100 000 €, les apports en nature ne peuvent en aucun cas excéder les 50% de ce montant, c'est-à-dire les 50 000 €. Et dans ces cas-là, il faut faire appel à un commissaire aux apports. Voilà les modalités d'apport dans les sociétés, dans le cadre des sociétés que je viens de citer. Les apports en nature, maintenant, réalisés dans les autres sociétés par action, doivent, d'accord, obligatoirement être évalués par un commissaire aux apports qui sera, lui, nommé, cette fois-ci pas par les associés, mais plutôt par le greffe de tribunal de commerce. Alors, la troisième catégorie, ce sont les apports en nature toujours, dans les sociétés de personnes, à savoir la SNC, la société en nom collectif, ou les sociétés civiles, exemple, les sociétés civiles immobilières. Là, dans ces formes juridiques, dans les sociétés de ces formes juridiques, les associés ne doivent pas procéder à la nomination d'un commissaire aux apports. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans ce cadre
où dans ces formes juridiques, les associés sont responsables d'une manière illimitée. Ce sont, n'oublions pas, qu'il s'agit de sociétés à responsabilité illimitée. Et dans ce sens-là, ils n'ont pas besoin, parce que s'il y a fraude ou quoi que ce soit, ils vont engager leur responsabilité pleine. D'accord? C'est-à-dire on peut étendre la responsabilité sur leurs biens propres, hein, au-delà des apports qu'ils ont mis bien sûr en place dans la création de la société. Là, après ces explications, j'aimerais bien distinguer 3 modalités possibles d'apporter en nature. Quand on a un apport en nature, on peut l'apporter ou en pleine propriété, ou en jouissance, ou en usufruit. Allons voir ensemble qu'est-ce qu'un apport en pleine propriété, qu'est-ce qu'un apport en jouissance et qu'est-ce qu'un apport en usufruit. L'apport en pleine propriété, cet apport va transférer à la société la propriété du bien et les risques, bien sûr, qui vont avec ce bien. Et de par le Code civil souligne la chose suivante, on dit que l'apporteur d'un bien en nature en pleine propriété est garant envers la société de la valeur du bien, bien évidemment, comme un vendeur envers son acheteur. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse répondre aux 4 conditions de validité de contrat, à savoir, je les répète, le consentement mutuel, le consentement éclairé qui est dépourvu de vice, la capacité des co-contractants, l'objet qui doit être réel et la cause qui doit être licite. Voilà l'apport en pleine propriété, ça vaut transfert de propriété complète, ça vaut presque un acte d'achat. Et pour les transferts de propriété de biens immobiliers, on est d'accord, en pleine propriété, bien évidemment, il nous faut que l'acte de transfert de propriété soit un acte authentique, c'est-à-dire il faut impérativement qu'il y ait passage chez le notaire pour mettre en place cet acte authentique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'acte notarié. Maintenant, la deuxième modalité d'apport en nature, c'est l'apport en jouissance. C'est un droit d'usage sur le bien, pendant lequel, bien sûr, il s'agit là de droit d'usage sur le bien, et ce droit va être accordé pour une durée déterminée, qui ne peut excéder 30 ans, et l'opération dans ce cas très spécifique vaut ou très proche, il est considéré très proche d'un acte de bail locatif, hein, sans la récolte du loyer. C'est-à-dire le droit d'usage, c'est-à-dire d'user du bien, occuper le bien. Exemple, si on a un local commercial, on peut l'apporter en tant qu'apport en nature, mais on peut dire, voilà, on l'apporte en jouissance et pas en pleine propriété. De ce fait, on va autoriser la société en création d'occuper le lieu pendant une durée déterminée et sa durée ne peut excéder 30 ans. Après ce délai, qu'est-ce qui se passe? La jouissance retombe dans la nue propriété pour reformer la pleine propriété et bien sûr l'apporteur restera le propriétaire des parts sociales qu'il a apportées au départ. D'accord? Rien ne changera. Mais au moins il a récupéré l'ensemble des droits quand le terme arrive de son apport, l'ensemble des droits sur son bien à nouveau, c'est-à-dire on peut dire autrement qu'il dispose à nouveau de son bien. J'attire votre attention que l'apport en jouissance, c'est un apport insaisissable par les créanciers en cas de dépôt de bilan ou de liquidation de la société. C'est très important à prendre en considération parce que là, au moins, quand on apporte un bien, entre autres un bien immeuble, le risque de le perdre si la société est mise en liquidation est quand même très très important et très élevé. Alors, pourquoi pas? C'est une modalité qui peut arranger beaucoup de personnes dans beaucoup de situations à prendre en considération, bien évidemment. Et pour les modalités d'apport en usufruit, l'usus et le fructus, l'usufructus, c'est-à-dire c'est un droit réel de jouissance sur la chose appartenant à autrui. C'est-à-dire l'associé, en d'autres termes, qui va apporter un bien en nature, en usufruit, il va conserver bien sûr la propriété du bien, ce qu'on appelle autrement la nue propriété du bien, mais il va laisser, c'est-à-dire transférer à la société en création l'usus, c'est-à-dire le droit d'utiliser ou d'occuper le bien, et le fructus, c'est-à-dire le droit d'en percevoir les fruits. Imaginons qu'on a transféré l'usufruit d'un
local commercial. Si la société ne souhaite pas l'occuper, elle est tout à fait capable, elle est dans ses droits de le mettre en location et de récupérer ses fruits, c'est-à-dire de récupérer et de récolter les loyers. Bien évidemment, comme dans le cas de la jouissance, l'apport en usufruit, c'est un apport à durée déterminée qui ne peut excéder les 30 ans, c'est comme pour l'apport en jouissance d'un bien en nature. Et cet apport, comme pour l'apport en jouissance, n'est pas saisissable par les créanciers en cas de dépôt de bilan. C'est-à-dire, c'est aussi très intéressant, prendre en compte quand on a besoin d'apporter et qu'on n'a pas d'apport en numéraire et qu'on a des biens immeubles, entre autres, et qu'on ne souhaite pas vraiment transférer la pleine propriété de notre part vers la société personne morale. Voilà au niveau des apports en nature et les modalités d'apporter en usufruit ou en jouissance ou en pleine propriété. Pour finir sur les modalités d'apport, j'attire votre attention qu'il nous reste le fameux apport en industrie. Je vous rappelle que l'apport en industrie est l'apport savoir-faire, en expérience, au service qu'on peut apporter à la société en tant qu'associé. J'attire votre attention aussi que ce type d'apport ne contribue pas à la constitution du capital social de la société. C'est-à-dire, quand j'apporte mon industrie, l'industrie n'est pas quantifiable. C'est-à-dire que je ne peux pas dire j'apporte en industrie, ça vaut 10 000 euros. Le patrimoine industriel, c'est-à-dire les savoir-faire, n'est pas un patrimoine qui est pécuniaire. D'accord? On ne peut pas le quantifier. Par contre, il donne le droit d'octroyer des parts sociales à la personne de l'apporteur. La part des bénéfices qui vont être octroyés, à l'apporteur en industrie va correspondre à celle qui est versée à l'associé qui aura effectué l'apport en numéraire ou en nature le moins élevé. Et on va bien sûr rediviser les dividendes en prenant en considération ces faits. Les modalités, en général, et c'est bien sûr recommandé, c'est une obligation, doivent être bien détaillées, bien stipulées dans les statuts. Et ça, c'est très important. Alors là, je viens de recevoir de votre part une question. Non, le brevet d'invention n'est pas un bien en industrie. C'est pas un apport en industrie. C'est un apport en nature, le brevet. Pourquoi? Parce que du moment où on va breveter une invention, un produit, etc., le brevet est considéré comme un bien patrimonial parce qu'on peut céder nos droits sur un brevet, on peut vendre un brevet, on peut acheter un brevet, alors il devient un bien en nature. Il n'est pas, et attention, merci pour la question, ce n'est pas un bien en industrie, le brevet. Quand je parle de l'industrie, je parle des savoir-faire. Mais du moment où on transforme les savoir-faire en brevet, le brevet lui-même, il devient un bien en nature, quantifiable, évaluable, c'est-à-dire on peut estimer sa valeur pécuniaire. Et là, il va être considéré comme étant un apport en nature à part entière. Voilà, au niveau des modalités, voilà la première et plutôt la deuxième partie de notre séance d'aujourd'hui. Ce que j'aimerais bien, comme dans notre habitude, c'est de vous présenter un QCM et de différentes questions. Et on va essayer de le travailler ensemble et de répondre et d'expliquer les questions au fur et à mesure. Alors, on va essayer de revenir sur des questions, question par question, et on va répondre et réfléchir là-dessus ensemble. Pour la première question, je vous demande de caractériser les apports suivants. Le premier, c'est un chèque de 1 000 euros. Le chèque, oui, c'est un apport en numéraire. Et j'ai vu les réponses, oui, c'est vrai, c'est un apport en numéraire. Une fourgonnette, un utilitaire, une fourgonnette, bien évidemment, c'est un bien en nature. Des actions, ce sont des biens en nature. Un fonds de commerce, c'est un bien en nature.
Et une compétence en informatique, les compétences, les savoir-faire, on a dit qu'il s'agit là des biens en industrie. La question 2, qu'est-ce qu'un apport en industrie? Est-ce qu'il s'agit d'un apport d'un bien industriel? Est-ce qu'il s'agit d'un apport de ses compétences ou de son savoir-faire? Ou, troisième option que je vous donne, est-ce qu'il s'agit d'un apport d'un bien meublé, un caractère d'industrie? C'est la deuxième réponse qui est la réponse correcte, à savoir, il s'agit d'un apport de ses compétences et de son savoir-faire. La question 3, en ce qui concerne les apports des personnes qui créent une société. Est-ce qu'elles peuvent faire des apports en numéraire? Est-ce qu'elles peuvent, et elles ont le droit d'apporter en nature, ou est-ce qu'elles peuvent faire des apports en numéraire, en nature ou en industrie? Alors, c'est la troisième réponse qui est la réponse correcte parce qu'elle est la plus complète. Oui, les associés peuvent apporter en numéraire, en industrie ou en nature. La question 4. La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes, comment se détermine-t-il? Se détermine à proportion de sa part dans le capital social ou peuvent être négociés chaque année, bien évidemment, on l'a déjà dit, se détermine à proportion de sa part sociale dans le capital social de la société. La question numéro 5, quel est le capital social minimum requis pour une SARL? J'espère que vous allez bien répondre parce que je viens de donner la réponse. C'est aucun, c'est la première réponse. Pourquoi? Parce que on dit dans le cadre d'une SARL, le capital social est laissé, d'accord, au libre choix des associés. Il n'y a pas un minimum défini, juridiquement parlant, requis. La question 6, la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale au moins à celle de l'associé qui a le moins apporté par ailleurs, peut être supérieure à celle de l'associé qui a le moins apporté, ou peut être négociée librement dans les statuts. Alors, elle est égale au moins à celle de l'associé qui a le moins apporté par ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut les négocier. D'accord? Mais c'est la première réponse qui est vraie. J'attire votre attention. Si on essaye de négocier librement les parts sociales dans le cadre des statuts pour tout apport en industrie, il faut qu'on fasse très attention pour ne pas tomber dans ce qu'on va appeler les clauses léonines. Les clauses léonines, c'est-à-dire les clauses qui vont reposer sur un vice qui est la lésion. Qu'est-ce que la lésion? C'est un vice qui va être considéré parce qu'il va créer un déséquilibre avéré entre les avantages des co-contractants. C'est-à-dire, si j'apporte à l'industrie parce que j'ai des connaissances en matière de gestion d'entreprise ou droit d'entreprise ou de société, etc., je ne peux pas me permettre de dire, en contrepartie de mon apport en industrie, il me faut avoir 90% des parts sociales. D'accord? Ça, on ne peut pas le faire. 90%, c'est-à-dire on vient de créer par cette clause une lésion, c'est parce que vous pouvez imaginer que je ne peux dépasser de ce fait et à ce point les parts sociales des autres associés qui ont apporté beaucoup plus que l'industrie. Alors, il faut vraiment rester vigilant. C'est pour ça, on va se contenter juste du cadre juridique. Et si on doit stipuler d'une manière précise quelques spécificités, il faut quand même qu'on fasse attention de ne pas tomber dans la lésion. D'accord? Parce que la faute est vite arrivée. Et la 7e question est la suivante. 2 époux ne peuvent employer des biens de la communauté pour réaliser des apports à une société, ne peuvent employer des biens de la communauté pour l'acquisition des parts sociales, ou la 3e réponse, peuvent employer des biens de la communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition des parts sociales. Bien évidemment, je voudrais quand même qu'on soit clair, les
les conjoints, les époux communs de biens, c'est-à-dire qui sont mariés sans contrat de mariage, c'est-à-dire qui sont mariés sous le régime de la communauté des biens réduits aux acquis. Ce sont des époux qui peuvent utiliser, employer leurs biens qui est commun, d'accord, pour les apports à une société, pour apporter à une société ou pour acquérir des parts sociales dans une société qui est déjà créée. Alors, il n'y a pas vraiment une interdiction à des époux d'apporter leurs biens communs, sauf si, bien sûr, que les modalités des apports de ces biens sont strictement réglementées. Pour qu'un des conjoints puisse apporter, il faut que l'autre conjoint soit au moins notifié. Et si on juge que le bien commun apporté est un bien important, tel qu'un fonds de commerce, un bien immeuble, etc., ce sont des biens importants qui peuvent mettre en danger le foyer. Dans ces cas-là, une simple notification, une simple juste information à l'autre conjoint ne suffit pas. Il faut en plus une autorisation de l'autre pour que un des deux puisse apporter le bien en apport dans une société. Voilà au niveau des 7 questions du QCM, et c'est vrai que c'est toujours un espace assez intéressant après le QCM de voir, de discuter, d'apporter plus d'explications. J'espère que j'ai réussi à vous apporter un petit peu plus d'informations autour du thème de la société et relatif au sujet de la classification des sociétés, c'est-à-dire la définition de la société, sa classification et ainsi que les modalités des apports. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et j'espère à très bientôt. Excellente soirée. Au revoir.